Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Frontal. À l'approche de la haute saison estivale, nous saisissons l'occasion ce soir de braquer notre projecteur sur le secteur du tourisme national. Un secteur stratégique qui a enregistré un record l'année dernière avec 17 millions de touristes. Alors derrière ce chiffre impressionnant, une question essentielle, sommes-nous face à une croissance durable ou plutôt une performance fragile ? Tourisme de masse ou tourisme de qualité, impact réel sur les territoires et sur l'emploi, quelle stratégie globale? Ce soir, nous interrogerons sans langue de bois les fondamentaux de ce succès pour mieux envisager l'avenir du secteur. Avec moi pour en parler, Samir Khaldouni Sahraoui, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi, merci. Alors je rappelle que vous êtes fondateur de Chorus Consulting. À vos côtés, Ismaël Loubaris, directeur commercial du groupe Accor. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation également. Bonjour et merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté le débat. Hamid Bentahab, président de la Confédération nationale du tourisme, la CNT. Merci à vous d'être parmi nous. Bonjour et merci. Alors avant de lancer, mesdames et messieurs, donc le débat d'aujourd'hui, messieurs, je vous propose de découvrir le reportage signé par notre consoeur Shaima Ouriari Fikri, histoire de poser les bases et de planter le décor. Et on revient bien sûr juste après pour le débat. 17,4 millions de touristes, un chiffre jamais atteint auparavant. Cette progression fulgurante place le Maroc devant des destinations emblématiques comme l'Égypte avec ses 15,7 millions de visiteurs. Dès le premier trimestre 2025, le pays poursuit sur cette lancée, enregistrant une hausse de 23% avec 5,7 millions de visiteurs entre janvier et avril. Une dynamique qui reflète les effets d'une stratégie ambitieuse. L'objectif pour le Maroc, c'est de faire partie des 15 premières destinations touristiques mondiales. C'est un objectif que nous pouvons atteindre très prochainement, sachant que ce que nous avons réalisé en 2024, c'est-à-dire 17,5 millions de touristes, c'est un objectif selon la nouvelle feuille de route qui a été signée par les secteurs privés et publics. On devait réaliser ce chiffre en 2026, donc c'est extraordinaire. Nous avons pu réaliser 17 millions et demi en 2024. C'est formidable. Donc nous ne sommes pas dans un pic, nous sommes dans une progression qui est tout à fait logique. Mais derrière cette réussite qui reflète une bonne reprise du secteur, la nuance est de mise. Car en effet, le Maroc se classe 53e mondial en termes de recettes par touriste, avec $650 par visiteur, loin derrière l'Égypte, pourtant moins visitée, mais bien mieux valorisée économiquement, en enregistrant notamment une moyenne de dépenses d'environ $900 par visiteur. Cette rentabilité faible s'explique par des séjours trop courts, des dépenses limitées et une forte dépendance au tourisme low cost. Faute de diversification des activités, le taux de retour est bas et la fidélisation des visiteurs reste un défi majeur. Un aspect qui freine également les dépenses touristiques. Et malgré les 17 millions de touristes annoncés, une part significative est constituée de MRE, dont l'impact économique touristique reste limité. Ce chiffre mérite justement d'être croisé avec d'autres données économiques importantes qui sont liées à la rentabilité du secteur et à la création de valeur dans ce secteur. Ces chiffres-là, ces indicateurs comme la dépense moyenne du touriste, la durée moyenne de séjour, la recette générée par l'industrie touristique, le nombre d'emplois créés, tous ces indicateurs sont extrêmement importants pour venir confirmer et avoir une lecture économique pertinente et une lecture économique complète de l'industrie touristique qui aujourd'hui pèse 7% du PIB national. Justement, c'est une dynamique qui nous permet qui nous donne la responsabilité d'aller encore plus loin et d'analyser de manière encore plus approfondie les données et les KPI, j'ai envie de dire, de l'industrie touristique. Des plages atlantiques au désert saharien, en passant par les montagnes de l'Atlas et les cités impériales, le Maroc regorge de richesses. Avec un tel potentiel touristique, le pays pourrait viser bien plus haut. Mais une question se pose. Faut-il continuer à mesurer les 17 millions de touristes à l'aune des années précédentes ou oser les comparer au plein potentiel du Maroc, encore largement sous-exploité ? Ismaël Loubaris, donc directeur commercial du groupe Accor, peut-être une première réaction justement à ce qu'on vient d'écouter à l'instant, et puis dans le prolongement de ce qu'on vient de voir, bien sûr c'est historique, 17 millions et demi de touristes pour l'année 2024, c'est très très bien, mais
concrètement, quand on a une capacité hôtelière qui n'est remplie qu'à 50%, là où la moyenne mondiale est à 65-70%, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut relativiser un petit peu ce chiffre de 17,5 millions de touristes? Smaïl Loubaris. Alors je pense qu'il faut d'abord comprendre les performances et comment on a fait pour réaliser une année exceptionnelle, parce que c'est véritablement une année exceptionnelle, il faut regarder ce qu'il y a derrière les chiffres. Donc déjà, j'ai noté quelques éléments qui me semblent importants. Il y a le retour en force d'Agadir en termes de taux de croissance. C'est lié, je pense, à deux choses essentielles. Il y a un facteur de marché qui est le retour du marché allemand, qui a mis beaucoup plus de temps après le Covid à redémarrer. Et puis, c'est la capacité hôtelière d'Agadir, dont une partie était fermée, couplée bien sûr aux efforts sur l'aérien, qui ont multiplié la capacité, la desserte sur la destination Agadir. Donc Agadir est revenu en force comme une locomotive et comme la deuxième destination. Ensuite, il y a également un point que j'ai noté qui me semble important. La troisième croissance des arrivées en termes d'aéroport, c'est Rabat. Oui. Ça reste un petit aéroport, une petite ville, mais en termes de rythme de croissance, c'était aujourd'hui le plus fort en 2024 toujours. Donc ça nous dit en fait que les efforts sur l'aérien pour mettre plus d'avions, plus de vols, peu importe le type de compagnie, ils portent leurs fruits. Les avions sont pleins et ils permettent aux hôtels et à la capacité de fonctionner. Alors là, c'est pour le positif, mais plus concrètement, encore une fois, vous avez la moitié des hôtels qui est vide. Vous avez parfaitement raison. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux choses. Vous avez dans votre édito, vous avez cité les dépenses. Oui, aussi. Alors moi, je pense que c'est un raisonnement qui est, à mon avis, un peu biaisé. En tout cas, il n'est pas totalement, je dirais, scientifique. Parce que si on prend par exemple l'Égypte, que vous avez pris dans votre benchmark, l'Égypte est un pays dont la structure de l'écosystème touristique repose beaucoup sur les grandes structures hôtelières. Les clubs, etc. Et on a vu au Maroc d'ailleurs que les clubs sont ceux qui affichent les taux d'occupation les plus élevés. Au Maroc, la croissance de ces dernières années, et notamment à la faveur des compagnies low cost et de la désintermédiation et de plateformes de réservation en ligne qui se sont développées fortement, comme celles qu'on connaît sur l'hébergement non hôtelier, ont fait qu'on capte beaucoup de business, mais qui n'apparaît pas forcément dans les statistiques que vous utilisez pour benchmarker les dépenses moyennes par touriste. Très bien. Alors, très rapidement. Très rapidement. Donc, et c'est ce qui nous donne également comme résultat les taux d'occupation officiels de l'écosystème hôtelier national. Le point est clair. Samir Khaldouni Sahraoui, est-ce que vous êtes d'accord avec l'explication de Smaïl Loubaris lorsqu'il nous dit l'hébergement alternatif, globalement, c'est un petit peu ça le sujet, ou est-ce qu'on peut rétorquer éventuellement que les Airbnb, ce n'est pas une spécificité marocaine, et donc l'argument est court. Est-ce qu'on peut lui dire ça, par exemple ? Les Airbnb ne sont pas une spécificité marocaine. Certes, c'est un mode d'hébergement. Est-ce qu'il est comptabilisé ou pas ? J'aimerais, si vous permettez, quand même, en rebondissant sur ce reportage, acter de la performance 2024 dans sa globalité. Il y aura certes un certain nombre d'observations que je me permettrai de faire tout à l'heure sur les pistes d'amélioration, non pas de critique, mais bien d'amélioration de la situation, pistes stratégiques. Mais il faut quand même s'arrêter sur ces 17,5 millions de touristes. C'est un précédent. C'est un précédent au Maroc qui nous place, j'ai fait l'exercice, en 23e place des destinations mondiales en 2024, en nombre d'arrivées. Ça ne sera pas le cas par rapport à d'autres critères, mais en termes d'arrivées, nous sommes 23e. Et il y a aussi ce taux de récupération par rapport au Covid qui est exceptionnel. Nous sommes à 135% de taux de récupération par rapport à 2019. Ce qui nous place à la 5e place mondiale en termes de taux de récupération. J'ai fait l'exercice, c'est après le Qatar, Salvador, l'Albanie, l'Arabie Saoudite. Et vous remarquerez que les premiers ne sont pas forcément les plus grandes destinations mondiales. D'accord. À quoi c'est dû? C'est intéressant d'essayer d'analyser à quoi est dû ce succès. D'abord, il est dû à une excellente gestion de la crise Covid, qui a rassuré les marchés émetteurs. Ensuite, un bond extraordinaire du Maroc en termes d'infrastructure, une proximité des marchés émetteurs, exotisme versus proximité, ça aussi, ça nous a beaucoup favorisé.
Et donc des voyages moyens courriers, les gens ont d'abord voyagé dans leur pays, ensuite ils ont osé voyager à l'extérieur, mais pas trop loin. Et enfin, un dernier point, mais qui me paraît fondamental, et qu'on n'a pas suffisamment souligné, et qui est pour beaucoup dans ce succès, c'est la performance de nos sportifs lors du Qatar, ce qui a porté la notoriété, l'image du Maroc très 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 haut dans la toile auprès des marchés émetteurs. Mais ça, c'est conjoncturel. Je voudrais revenir juste à ma question de base, si vous le permettez, Samir Khaldouni Sahraoui. Moi, j'ai la moitié des hôtels du Maroc qui sont vides. La moyenne mondiale est à 65-70% de taux de remplissage. Est-ce qu'avec les résultats qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'au Maroc, le gouvernement essaie de nous vendre et fait du marketing politique en nous disant regardez les 17 millions et demi plutôt que les bons KPIs qu'il faut regarder, c'est-à-dire l'argent. J'ai envie de dire de manière très, très, très frontale pour le coup, parce que c'est une activité économique, c'est de l'entreprise, c'est de l'entrepreneuriat et in fine, on ne fait pas ça pour la gloire, on fait ça pour l'argent. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était une réponse par rapport à Smaïl Oubaris du groupe Accor, qui nous dit effectivement on a de l'hébergement alternatif qui fait qu'on ne retrouve pas ces gens au niveau des nuitées. Encore une fois, Airbnb, vous le retrouvez à Barcelone, vous le retrouvez également en Turquie, vous le retrouvez partout à travers le monde. Ce n'est pas une spécificité marocaine. Et le taux d'occupation des hôtels dans ces pays que je viens de citer est beaucoup plus important que chez nous. Donc concrètement, est-ce qu'on construit mal dans les mauvaises régions? On ne sait pas faire. Comment est-ce qu'on peut analyser ces 50% de vide là où d'autres superforment? Alors, sur le taux d'occupation, pour être direct et répondre à votre question, le taux d'occupation hôtelier, je parle devant des hôteliers, c'est le nerf de la guerre de l'industrie touristique et surtout vu sous l'angle business et attrait des investisseurs. Effectivement, vous avez raison, nous sommes à 51% de taux d'occupation en 2024, global, toutes catégories confondues, versus 48% en 2023. Or, le seuil critique de rentabilité d'une industrie hôtelière est à 70%. Nous sommes donc en dessous. Et c'est un vrai problème. C'est donc un critère qui n'est insuffisamment, qui est, à mon sens, insuffisamment surveillé. Il n'y a pas une veille aujourd'hui. On est concentré sur les arrivées. Oui, mais le gouvernement ne nous parle pas de ces chiffres-là, par exemple. Eh bien, écoutez, on ne peut que recommander au gouvernement de prêter attention et de surveiller ce critère de taux d'occupation parce que c'est ça qui fait la rentabilité. Nous sommes dans une tranche de 40 à 60%, on oscille dans cette tranche-là, ce qui donne un seuil de rentabilité faible à moyenne, qui est insuffisant pour encourager de nouveaux investissements. Donc il faudrait une veille, à mon sens, je parle sous le contrôle de mes collègues ou confrères, sur la question du taux d'occupation, mais aussi où faire des hôtels, Airbnb, quel concept. Le Airbnb, c'est une réponse qui vous parle? Airbnb, c'est une réponse qui me parle, à l'hôtellerie classique. qui reste à réglementer. Elle n'est pas encore réglementée au Maroc, ce qui fait qu'elle n'est pas inclue dans les statuts. C'est en cours. Hamid Bentahar, peut-être une réaction justement par rapport à ces deux éléments avant d'embrayer sur d'autres sujets qui touchent justement à ces stratégies touristiques marocaines. D'abord, merci encore une fois pour l'invitation. Merci d'accorder ce temps d'analyse pour rentrer dans le détail des chiffres du Maroc et de me donner la possibilité, dans un premier temps, de célébrer ces performances exceptionnelles. Les performances sont exceptionnelles. On ne les a pas vues depuis très longtemps. De la progression à 2 chiffres plusieurs années de suite. On en rêvait en tant que professionnel. Aujourd'hui, il se réalise grâce à un travail collaboratif, public et privé, que je voudrais saluer. Le début d'année est très très bon également. Plus de 20%. Là aussi, nous sommes sur plus 23% sur les 4 premiers mois de l'année, ce qui promet un début d'année qui est très positif. Vous sentez impatient pour aller sur les sujets. On a 45 minutes, mais allez-y. Très bien. On pourrait vous dire beaucoup de bien, mais il y a aussi des éléments intéressants qu'on ne nous dit pas forcément. D'abord, vous voulez parler de la recette? J'ai envie d'abord de parler du taux d'occupation. Est-ce que la réponse que vient de donner Smaïl Oubaris vous parle? Est-ce que c'est convaincant, encore une fois? Alors, est-ce que c'est un argument qui vous paraît court? Ça, c'était vraiment le premier point. Et puis après, on embrayera sur un autre sujet, c'est la dépense moyenne par touriste. Aujourd'hui, on est à 600 et quelques. L'année dernière, on était à 700. C'est un recul. Et donc, encore une fois, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Et on rentrera dans le détail justement de ces chiffres, mais je vous laisse d'abord répondre à la question de taux d'occupation d'abord. Le taux d'occupation, il progresse. Nous sommes sur un taux d'occupation qu'on n'a pas vu depuis plus de 10 ans. Nous sommes, l'année dernière, on était à 48. L'année d'avant, on a gagné 3 points de taux d'occupation. Donc il progresse. Le taux d'occupation, mais pas au même rythme. Laissez-moi terminer. Mais pas au même rythme que les arrivées.
le taux d'occupation croît. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme. Nous avons pour la première fois 2 destinations, les 2 locomotives nationales, qui ont dépassé les 70% de TO et qui sont devenues extrêmement attractives pour les investisseurs. Regardez les taux d'occupation d'Agadir, plus de 74% de taux d'occupation. Regardez Marrakech, 73% de taux d'occupation. Donc nous avons nos locomotives touristiques ont repris et sont redevenues extrêmement attractives. Il n'y a qu'à voir le nombre de projets d'investisseurs qui cherchent. Et d'ailleurs, dans ces destinations, le défi aujourd'hui, c'est de trouver pour les investisseurs du foncier pour leur permettre de développer des nouveaux projets. Maintenant, il y a d'autres destinations qui ont besoin de plus d'attention, qui ont besoin de plus d'aériens, même si toutes les destinations profitent, parce que toutes les destinations voient de l'activité qui progresse. L'ensemble des destinations progressent, pas à la même vitesse. Il va falloir s'occuper des locomotives, elles ont repris. Maintenant, il faut s'occuper des wagons et s'assurer qu'on ne laisse aucune région sur le bas-côté. C'est très important pour les professionnels. La réponse d'Ismaël, elle est une partie de la réponse, une partie. Ailleurs dans le monde, c'est réglementé, l'hébergement touristique. Ailleurs dans le monde, dans la majorité des destinations avec lesquelles on se compare avec les gens qui sont meilleurs Airbnb, que nous, par exemple, est réglementé à Barcelone, en Espagne. À Barcelone, les recettes de Airbnb sont des recettes considérées comme touristiques. Aujourd'hui, au Maroc, ce n'est pas une activité réglementée tourisme. Les lois ont été passées, les décrets d'application ne sont pas là. Aujourd'hui, c'est encore dans l'informel. Et ça fait partie des sujets importants pour les professionnels. Et merci de me donner la possibilité de parler des axes d'amélioration pour la recette de l'État, pour les taxes de promotion, et pour avoir une concurrence quelque part qui soit moins déloyale. Ces acteurs veulent contribuer. Nous devons accélérer la mise en œuvre de ces lois qui vont permettre de considérer l'hébergement courte durée et l'hébergement alternatif comme faisant partie intégrante de l'écosystème touristique. L'autre partie, j'aimerais compléter parce que ce sujet des recettes revient souvent. Si vous voulez comprendre la réponse, laissez-moi 2 minutes. Allez-y, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. Alors, si vous comparez, il faut comparer des choses comparables. Premier élément, Ismaël l'a cité. Autre élément, c'est la durée moyenne de séjour. Effectivement, quand on prend la recette globale sur une semaine par rapport à la recette par touriste sur 3 jours, elle ne va pas être la même. C'est quelque chose qu'on comprend très facilement. Donc une destination qui n'a pas fait son Open Sky, dont le gros du business, il est du long séjour, une semaine all inclusive, divisé par le nombre de clients, forcément c'est une recette inférieure. Ensuite, le mix client, là aussi on doit s'améliorer. Le gros de notre clientèle est une clientèle européenne. 90% de clients internationaux du Maroc viennent de l'Europe. Et nous devons développer plus de clients qui viennent du long courrier. Ça fait longtemps qu'on nous dit ça, justement. Excusez-moi de vous interrompre, ça vous dérange, mais je suis obligé de le faire. Quand on a rien ne me dérange. J'adore quand vous nous challengez. Moi aussi. Alors, concrètement, quand on a l'essentiel de nos clients qui viennent de l'Union européenne, quand on a l'essentiel de nos clients qui viennent via, justement, une compagnie aérienne en particulier qui est low cost, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ces gens dépensent? Quand vous venez à travers du low cost, généralement, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour dépenser. Encore une fois, et quand vous arrivez sur le territoire national marocain, vous avez une contrainte au niveau, par exemple, des bagages. Vous devez payer très cher, donc vous n'allez pas faire beaucoup d'achats. Voilà peut-être des éléments qui grèvent un petit peu les chiffres que nous avons, et voilà peut-être des éléments à revoir, à reconsidérer. Je parle bien, mais vous aurez l'occasion de revenir sur ça comme vous voulez. Mais allez-y. Non. Premièrement, je dis, oui, la seule chose qu'il faut revoir, ou la seule chose qu'il faut accélérer, c'est attirer plus de clientèle long courrier. Les clients long courrier viennent plus longtemps et effectivement s'adressent à une catégorie de clients qui est différente. Quand quelqu'un vient des États-Unis, quand quelqu'un va venir d'Asie, quand il vient, c'est qu'effectivement, on touche une classe de clientèle qui est à plus haute contribution, parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait le tour des pays voisins, proches, et donc il vient plus longtemps. Donc la recette, elle est plus importante, et en général, il contribue un peu plus. Et pourtant, le mix, alors premièrement, on le fait beaucoup mieux qu'avant. On le fait beaucoup mieux qu'avant. Vous avez des indicateurs? Parce que je les ai cherchés, moi, ces indicateurs. Je vous dis, on n'a jamais eu tous les marchés long courrier ont progressé. Et donc, regardez bien, ils existent. Donc, il suffit de regarder. Vous verrez que les indicateurs sur le Moyen-Orient progressent. Sur l'ensemble des marchés long courrier, ils progressent. Sur l'Arabie Saoudite? Sur la Chine, ils progressent. Sur l'Arabie Saoudite, ils progressent aussi. Écoutez, je n'ai pas sur les le marché allemand, je vous dis, le long courrier progresse aussi. Il n'y a pas de marché. L'ensemble des marchés
l'ensemble des marchés. Long courrier progresse. Donc ça, c'est un fait. Donc ce sont les axes sur lesquels on veut améliorer la recette moyenne, sur lesquels on va travailler. Il y a un autre élément qui rentre en jeu. Donc il y a un autre élément qui rentre en jeu, c'est celui du mix entre la clientèle nationale, les résidents, c'est-à-dire les Marocains résidents à l'étranger, qui sont très importants dans la part du tourisme marocain, par rapport à l'Égypte, par exemple, où leur part elle est beaucoup moins importante. Le point est clair. Samir Khaldouni Sahraoui, vous voulez réagir? Écoutez, moi, si vous le permettez, je voudrais parler de choses tangibles et ce que je considère être les pistes stratégiques qui pourraient améliorer notre performance touristique qui est déjà très bonne en 2024 par rapport au passé. J'ai une première remarque à faire qui concerne la diversification de nos destinations touristiques. Vous parliez de wagons, de locomotives et de wagons. Effectivement, Agadir, Marrakech sont les locomotives, mais Marrakech, la région de Marrakech-Safi et Agadir constitue à elle seule 70% de nos nuitées. C'est énorme. Ça veut dire que Tanger 11%, Casa 11%, ça veut dire que tout le reste contribue pour 9%, y compris la région de Draïta Filal, par exemple, avec Ouarzazate, y compris Fès, qui est une Mecque spirituelle du tourisme, y compris Meknès avec l'histoire de Moulay Ismaïl qu'on peut mettre en tourisme, etc. Merzouga, Merzouga qui contribue, Draïta Filal qui contribue à hauteur de 1,6% des nuitées du Maroc. Rabat, Salé, Ville-Lumière, pour laquelle j'entrevois un avenir touristique extraordinaire, ne contribue qu'à 0,35% des nuitées. Second point, comment transformer ces 17,5 millions d'arrivées en arrivées consommatrices de tourisme? Ce n'est pas le cas. Nous avons 17,5 millions de touristes ou d'arrivées touristiques et seulement 10 millions d'arrivées hôtelières. Ça veut dire que nous ne captons pas 7 millions d'arrivées, on ne sait pas trop où elles vont. Elles vont peut-être dans l'informel, elles vont peut-être dans les familles. La stratégie devrait trouver les moyens de capter cette population et la faire consommer du tourisme. Même quand c'est des MRE, excusez-moi de vous interrompre, parce que c'est des MRE qui constituent pratiquement 49%. Les MRE viennent voir leur famille. On les mettra très difficilement dans des hôtels. Alors avons-nous aujourd'hui, je m'interroge, je n'ai pas de réponse, mais avons-nous une stratégie pour capter le flux MRE et le transformer vers une consommation non seulement de transfert de devises, mais aussi de consommation touristique? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Il n'y a pas de produit véritablement pour eux. La durée moyenne de séjour, c'est un sujet absolument fondamental, auquel on ne s'intéresse pas beaucoup. C'est Hamid en a parlé. Nous sommes à 2,8 jours et ce chiffre n'a pas bougé depuis 2000, voire avant 2000. Nous n'arrivons pas à retenir le tourisme plus de 3 jours. Nous avons fait les stations Azur qui étaient destinées quelque part à allonger la durée moyenne de séjour par le balnéaire. Apparemment, on n'a pas réussi. Alors, imaginez un instant que nous fassions une stratégie destinée non pas à faire 30 millions de touristes, mais simplement à doubler notre durée moyenne de séjour. C'est une stratégie qui sera différente, parce qu'elle ne sera pas orientée vers capter un maximum, mais les faire rester. Gardons à la limite nos 14 millions d'arrivées et doublons notre durée moyenne de séjour. L'impact sera sur la recette. Il sera d'abord sur la recette. Imaginez une recette qui double, qui est aujourd'hui à 10 milliards de dollars ou 12 milliards de dollars, qui va passer à 20-24 avec le même nombre de touristes. Et ça aura également un impact sur les nuitées. On passerait à 50 millions, 60 millions de nuitées. Nous sommes à 25-26 millions actuellement. Et nous doublerions également le taux d'occupation, s'en améliorerait. Donc, cette durée moyenne de séjour, c'est un petit peu le maillon faible de notre veille. C'est l'un des, avec la recette, mais c'est lié. Alors, moi, j'ai vu, effectivement, je parle sous le contrôle des différents intervenants dans le tour de table, mais j'ai vu les chiffres, par exemple, de la population espagnole, 0,6. C'est même pas c'est une demi-journée. Globalement, sauf erreur de ma part, si je n'ai pas vu les bonnes statistiques, vous me le dites, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Smaïl Oubaris, vous n'étiez pas tellement d'accord avec ce que dit Samir Khaldouni Sahraoui. Il y a beaucoup de choses. Alors, allez-y. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles j'aimerais revenir, si vous me permettez, bien sûr. Donc, d'abord, je pense que la durée moyenne de séjour, c'est un résultat. On ne peut pas agir sur la durée moyenne de séjour comme un levier en soi. La durée... Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne vous ai pas interrompu, donc oui, je vais me permettre d'aller jusqu'au bout du C'est un débat, allez-y. Oui. Donc, aujourd'hui, et si on se réfère à la durée moyenne de séjour du début des années 2000, on n'avait pas du tout le même type de tourisme.
début des années 2000, il n'y avait pas d'open sky, il y avait essentiellement de l'hôtellerie traditionnelle, packagée. Donc les gens venaient déjà de facto sur des séjours de 5, 6, 7 nuits. Donc mécaniquement, si elle était déjà de 2 et quelques à l'époque, ça veut dire qu'on a beaucoup progressé maintenant. Parce qu'on a multiplié le nombre d'arrivées, pourtant on a gardé la même. Donc le type de tourisme dans notre mix a fait que cette DMS, elle est comme ça, parce qu'on a plus de low cost aujourd'hui, on a des gens qui réservent, qui voyagent plus souvent, à une fréquence beaucoup plus importante, et on a la chance d'être à proximité du premier marché mondial, premier marché émetteur mondial. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, sur le long courrier, le premier marché qui a progressé en 2024, c'est la Chine, au Maroc, plus de 78%. Donc ça, c'est un fait. Il y a plus de Chinois. Ils sont revenus après le Covid. Ça a pris beaucoup de temps parce que la Chine était fermée jusqu'à 2023. Donc maintenant, ils reviennent. Il y a des liaisons. Enfin, il y a la première liaison aujourd'hui qui fait escale, mais qui vient quand même directement au Maroc. Il va y en avoir d'autres. Côté Amérique, il y a également des liaisons qui ont été ouvertes avec Marrakech. Donc, et les hôteliers ont tout de suite vu le résultat, surtout l'hôtellerie haut de gamme. Donc, on est sur une croissance à deux chiffres, c'est vrai pour l'Amérique aussi, plus 13 ou 15%. Quoique sur les États-Unis, il y a des facteurs qui sont plus conjoncturels qui font que le marché américain n'a pas connu une croissance très importante cette année. Donc moi, je vais juste revenir sur le fait que si on devait choisir une des deux stratégies, je suis désolé, je ne serais pas d'accord, je travaillerai toujours sur le volume parce que ça finira par nous apporter un taux d'occupation plus élevé. Quand on atteindra les 70% de moyenne nationale, vous verrez qu'on n'aura plus de débat sur la DMS. Avec une empreinte carbone importante. On n'aura plus de débat sur la DMS. Très bien. Vous voulez peut-être réagir, Samer Khaldouni, très rapidement avant de céder la parole. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. On est là pour ça. D'abord, en termes de benchmark, pourquoi est-ce que l'Égypte ferait 9 jours de DMS, de durée moyenne de séjour, par rapport à nous? Pourquoi est-ce que nous, on devrait rester, comme vous semblez dire, que c'est une donnée structurelle? Ce n'est pas une donnée structurelle. La Grèce, 5 jours. Malte, 6 jours. Le Vietnam, bon, c'est une décision lointaine, 12 jours. On peut mettre ça sur le dos du fait que c'est loin. Qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, de passer de 3 à 6 jours? Je vais vous dire ce qui nous le permettra. Ce qui nous le permettra, monsieur, c'est la diversification de l'offre. D'abord culturelle, d'animation, de scénographie touristique, la mise en tourisme des wagons, dont parlait Hamid tout à l'heure, Fès, Meknès, etc. Peut-être aussi un fait important. La Constitution de 2011 a transféré aux régions des prérogatives très importantes, et donc, dont d'ailleurs, le développement touristique des régions. Mais ces régions sont-elles suffisamment dotées aujourd'hui, de façon égale, homogène, des ressources humaines à même de faire ce travail? J'ai personnellement rencontré des cas où il y a une insuffisance. Je pense, si je peux me permettre, et c'est là aussi une recommandation à prendre ou à laisser, que l'État central devrait plus s'impliquer dans cette mise en tourisme des régions, de façon à ce qu'elles soient plus fréquentées et plus longtemps fréquentées. Donc, pour conclure, Silo Baris, je regrette que vous pensiez que la DMS ou la durée moyenne de séjour soit une donnée structurelle inchangeable. Au contraire, c'est travailler sur la destination, c'est la rendre attractive, de sorte à ce que les gens restent plus longtemps que juste 3 jours. Voilà. Hamid Bentar, vous voulez réagir? Oui, parce que d'abord, c'est toujours bien, et ce qui est riche dans on a des professionnels très aguerris aujourd'hui et qui présentent des stratégies, des visions différentes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a aujourd'hui une stratégie qui marche, une stratégie qui fonctionne, qui délivre des très bons résultats et qui progresse. Je le redis, tous les indicateurs sont au vert, l'ensemble des indicateurs sont au vert. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus vite? La réponse est oui. La seule chose sur laquelle je suis d'accord, c'est sur le fait que oui, le potentiel est très important et on peut collectivement aller plus vite. Sur les DMS. Maintenant, y compris sur les DMS, je suis partagé. Voilà, je suis partagé sur la partie DMS parce que je considère que le sujet de la DMS, effectivement, si on peut l'améliorer un petit peu, mais il ne sera jamais au niveau des destinations all-inclusive. Il ne sera jamais au niveau des destinations qui font du monosegment, que du tour operating. Il ne sera jamais, le jour où on a signé l'Open Sky, on a choisi un positionnement différent. Il sera plus proche de Paris que des îles grecques. Il sera plus proche de Londres
au Maroc que de la mer Rouge. La réalité de la segmentation, de la stratégie qu'on a faite, fait que forcément, on n'aura jamais cette segmentation-là parce qu'on a choisi un positionnement différent qui n'est pas celui du tout all-inclusive et du tout village de vacances. Donc ce premier point, il peut s'améliorer en développant le long courrier, il peut s'améliorer en développant plus d'activités, diversification de l'offre, je suis d'accord, il peut s'améliorer. Et là, je voudrais saisir cette occasion moi pour dire aux gens qui veulent investir dans le tourisme, c'est maintenant. Il y a des solutions pour accompagner l'investissement touristique comme on n'a jamais eu. Aidez-nous pour améliorer la DMC, utilisez GoSiaha. Voilà un mécanisme pour les régions, et je voudrais saisir cette occasion parce qu'il en parlait, il y a un outil exceptionnel qui peut financer jusqu'à 90% l'accompagnement sur les études, il peut financer à 40-30% la création d'activités d'animation, et toutes nos régions ont besoin de ça. Nous devons donner et faire venir ces solutions et accompagner les régions pour convaincre les jeunes à investir dans le secteur du tourisme qui représente un réservoir d'opportunités exceptionnelles. Les jeunes et les moins jeunes. Samir Khaldouni Sahraoui, très rapidement, vous disiez à l'instant qu'au niveau des régions, elles doivent aussi se saisir de l'opportunité, la Constitution leur donne cette marge de manœuvre, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux opérateurs qui vous disent « Écoutez, c'est bien beau, sauf que pour aller dans ce sens-là, il nous faut de la data ». Or, la data aujourd'hui n'est pas suffisamment distillée à travers l'Observatoire national du tourisme et qui fait quelques études, etc., mais ça reste relativement assez pauvre. Est-ce que ces gens ont raison, par exemple, de se cacher derrière cet état de fait, éventuellement, si cela est vrai, parce que des cas comme Bilbao, par exemple, on aimerait tous le voir, justement. Une région qui a complètement changé, qui est passée de l'industrie à l'industrie culturelle, j'ai envie de dire, avec le musée de Guggenheim, mais chez nous, ce n'est pas possible à cause de ce manque de data. Et ils vous renvoient la balle, vous, opérateur touristique. Je ne suis pas opérateur touristique, je suis un observateur. Vous qui êtes dans le secteur. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, je pense qu'il faut relativiser un petit peu ces propos. Jeter la pierre à l'insuffisance de data, je pense que ça serait injuste. Je vais vous dire pourquoi. Nous produisons, l'Observatoire, le ministère du Tourisme, produit un certain nombre de chiffres qui restent intéressants, insuffisants, mais intéressant. Je peux vous dire que comparé à d'autres pays d'Afrique ou du Maghreb, etc., nous sommes bien mieux lotis qu'une Tunisie ou quand même une Égypte en termes de statistiques. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que nous avons besoin de beaucoup plus de data. Et ce n'est pas un observatoire du tourisme qui va produire les data dont on a besoin, c'est un compte satellite tourisme. Alors qu'est-ce qu'un compte satellite tourisme ? C'est un ensemble de data qui vont beaucoup plus loin que les arrivées, les nuitées, la DMS, le taux d'occupation, etc., pour produire des chiffres sur chaque secteur d'activité. Parce que le tourisme, ce n'est pas que l'hôtellerie, c'est l'agence de voyage, c'est les loueurs de voitures, c'est toute une industrie. Nous n'avons aucune idée sur, par exemple, le business d'allocation de voitures, qu'est-ce qu'il représente au Maroc, quelle segmentation, quelles sont les villes où la location marche mieux que d'autres. Donc, nous n'avons pas un compte satellite. Il y avait un compte satellite ou une branche de compte satellite au niveau du HCP, mais qui est insuffisante. Et ça fait partie des chantiers auxquels nous avons exhorté le ministère d'aller de l'avant. Est-ce que je peux dire un mot sur la recette moyenne ? Allez-y. Il reste exactement 12 minutes. C'est aussi un autre sujet très important. Notre recette moyenne par touriste, donc on a une belle recette, mais divisée par le nombre d'arrivées, ça nous donne très exactement $598 et non les $650 que j'ai vus tout à l'heure. Vous voyez qu'on est optimiste. Ça nous place en dessous du Vietnam, qui est à $910, de l'Égypte, qui est à $870, des Philippines à $850, de l'Indonésie à $820. Alors il faut s'interroger pourquoi cette recette moyenne est aussi insuffisante. Parce qu'il y a une Tunisie, c'est à $200, pour vous donner un petit peu un benchmark. On n'est pas si mal lotis, mais on peut faire beaucoup mieux. Eh bien, c'est lié à la durée moyenne de séjour. Et c'est lié également à l'offre. Nous sommes au même niveau que le Laos, dont le PIB par habitant est de $2.600, $2.600, alors que nous sommes à $4.000. Donc on devrait pouvoir améliorer ça, et la seule façon de le faire, c'est doubler, M. Loubaris, ne vous en déplaise, la durée moyenne. J'allais vous dire que vous n'arrivez pas à convaincre sur ce point, mais bon, Ismaël Loubaris nous fera mieux que moi. Allez-y, Ismaël. On laissera Sahraoui travailler sur la DMS et nous on travaillera sur le taux d'occupation et on va se retrouver au bout. Très bien. Il n'y aura aucun problème. Très bien.
Parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps et qu'on veut aussi aborder des axes un peu structurants. Je pense que pour moi, il y a un vrai sujet sur lequel on doit travailler, parce qu'on a parlé d'Agadir, de Marrakech. Ouais. Ça fonctionne, il faut que ça accélère et que ça continue. On a un sujet Casablanca, notamment au niveau des opérateurs hôteliers. C'est une ville qui aujourd'hui est trop faiblement remplie. On est à 47% de taux d'occupation quand Marrakech est à plus de 72%. Donc il y a un sujet. L'aéroport de Casablanca fait une croissance qui est faible en termes d'arrivée. C'est l'un des plus faibles. D'ailleurs, c'est le plus faible, pour être clair. Donc, on a un sujet de l'aéroport de Casablanca, de la ville de Casablanca et de l'attractivité de la région de Casablanca. Donc, le sujet, c'est quoi? C'est la desserte aérienne. On sait qu'aujourd'hui, l'aéroport de Casablanca est le seul qui n'a pas fait sa mue véritable Open Sky. Les trois aéroports qu'on a cités, Agadir, Marrakech et Rabat, sont aujourd'hui ouverts. Ce n'est pas le cas de l'aéroport de Casa. On en connaît les raisons, mais il faudrait que ça avance et il faudrait que ça change. Ensuite, Casablanca en tant que destination souffre d'un manque d'attractivité sur certains segments qui aujourd'hui sont ceux qui portent la croissance, notamment les segments loisirs et également le maïs ou ce qu'on pourrait appeler éventuellement le bleisure. On a des gens qui viennent travailler à Casa qui terminent le week-end à Marrakech. Ils n'ont pas forcément l'intérêt pour cette ville ou pour cette région. Donc, il y a un projet structurant qui est le centre de conférence ou de congrès de Casablanca. Ça, c'est un élément qui est très important, je pense. Excusez-moi, c'est sur la table, ça, déjà? Oui, ça a été annoncé par les autorités, par le Wali de Casablanca. Pour quelle date? Je n'ai pas eu d'annonce en tout cas sur les dates, mais en tout cas c'est une annonce officielle. C'est pas une annonce officielle. Oui. Parce qu'au final, c'est sur ça que je voulais rebondir. On n'a pas un palais des congrès, alors que c'est une destination d'affaires, etc. Et c'est très important pour nous d'avoir un palais des congrès à Casablanca digne de ce nom, mais aussi à Marrakech, qui est la première ville touristique du royaume. On est à peu près au niveau de l'amphi, justement, du palais des congrès, on est à maximum 1600, 1700, 1800 places. 1800 places, c'est faible pour la locomotive nationale du tourisme. Vous avez parfaitement raison, mais le problème se pose naturellement à Marrakech depuis plus longtemps. Mais quand la ville fait 72%, forcément, on regarde peut-être un peu moins le sujet. Casablanca, aujourd'hui, est problématique parce qu'il y a eu une capacité hôtelière supplémentaire à Casablanca, en plus de tout l'hébergement alternatif dont on a parlé, qui a plombé le taux d'occupation de Casablanca et qui fait qu'aujourd'hui, la dynamique de la demande externe ne permet pas aux hôteliers de s'en sortir à 47%. Comme le disait tout à l'heure Sis Haraoui, à moins de 65, les hôteliers ne gagnent pas d'argent. Et pourtant, on voit qu'on construit toujours des hôtels. Et ça, vous l'expliquez comment, par exemple, alors qu'on n'arrive pas à les remplir? Alors, je pense qu'il y a un shift de l'immobilier vers l'hôtelier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a le secteur immobilier qui vise peut-être des capitalisations plus longues et donc qui redirige des investissements. Maintenant, pour que ça marche et pour que tout le monde y gagne, il faut qu'il y ait une demande assez soutenue. Très bien. Je voudrais juste avoir votre avis, Smaïl Oubaris, sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la data. Au final, nous sommes un pays qui a une vocation touristique, c'est 7% du PIB, c'est important, donc ça génère de la devise pour nous, de l'argent tout court. Lorsque vous n'avez pour élément qui rassemble de la data que trois facteurs, vous avez le poste frontière, vous avez au niveau donc des régions, les offices régionaux donc de tourisme, et vous avez un troisième élément que j'ai oublié mais dont je vais me rappeler. Enfin, vous avez donc DMS. Non, pas la DMS. Enfin, je vais oublier le troisième élément qui va revenir dans un petit moment, mais en tout cas, vous n'avez pas beaucoup de choix pour avoir de la qualité de la data. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une data suffisamment pertinente pour mieux orienter justement les investissements et les politiques publiques, tout simplement? Alors, je pense que la data, dans tous les cas, on a un problème structurel de fiabilité des données au Maroc, et pas que dans le secteur du tourisme, pour une raison qui est assez évidente, c'est qu'il y a toujours de l'informel. Et donc, il y a des gens qui essayent d'échapper tout ou partie. C'est l'office d'échange, voilà, pardon, excusez-moi, c'était l'office d'échange, le troisième point. C'est les recettes. Donc, il y a des gens qui essayent d'échapper tout ou partie à la fiscalité. Maintenant, par exemple, si vous prenez les opérateurs hôteliers marocains ou internationaux, aujourd'hui, ils ont un système qui permet en toute transparence de partager leurs data, en toute transparence, mais également en préservant la confidentialité des données individuelles. Parce que vous savez qu'entre concurrents, on n'a pas le droit de partager les données. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plus de pédagogie pour intégrer les gens dans ce type de système. Très bien. Vous voulez peut-être réagir, Hamid Bentahar? Oui, je veux compléter ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur les dispositifs qui sont à la disposition
des professionnels du tourisme qu'on n'a jamais eu historiquement. Ouais. Je voudrais parler aux professionnels qui nous écoutent, de profiter de la nouvelle charte d'investissement qui accompagne justement le secteur du tourisme parmi les secteurs prioritaires. C'est une opportunité exceptionnelle de bien utiliser Cap Hospitalité pour un nouvel parc, des mécanismes qui sont à la disposition, la banque de projets, et j'ai parlé de Gossia. Mais je voudrais aussi rebondir sur le point des palais des expositions. Oui, au niveau de la Confédération nationale du tourisme, on voudrait voir s'accélérer les projets structurants. Nous avons du retard sur la mise en œuvre de certains projets structurants qui font partie de la feuille de route. Et aujourd'hui, sur certaines destinations, si on ne met pas en place des produits type le palais des congrès de Casablanca ou le palais des expositions et des congrès de Marrakech ou d'autres projets structurants on ne pourra pas changer de dimension. Donc c'est un sujet important. Si on veut maintenir ce rythme de croissance qui est exceptionnel, record, et que nous devons célébrer, si nous ne mettons pas en place les projets structurants, on ne pourra pas maintenir ce rythme qui est nécessaire pour continuer à créer de l'emploi. Pour la partie investissement, moi je voudrais qu'il y ait plus de capacités, parce qu'on a besoin de capacités supplémentaires. Je n'ai pas de doute que les taux d'occupation vont progresser. J'aimerais qu'on continue à investir sur l'aérien, le levier principal. Les professionnels le réclamaient depuis longtemps. Aujourd'hui, le gouvernement a mis les moyens qu'il faut. Je rêve que la Royal Air Maroc reçoive ces avions plus vite pour qu'on aille chercher les clients plus loin. Je voudrais qu'on maintienne ce rythme. C'est le seul moyen pour monter les taux d'occupation, c'est continuer à monter la capacité aérienne. C'est ça qui va permettre de résoudre ce problème. Vous avez parlé d'emploi très rapidement, il nous reste 3 minutes. Quand on voit que pratiquement 50 à 60% des emplois du tourisme sont des emplois plutôt dans l'intérimaire, on n'est pas dans quelque chose comme un CDI, etc. Est-ce que c'est encourageant pour les jeunes Marocains qui nous écoutent? Parce que vous semblez dire, voilà, on crée de l'emploi, mais c'est de l'emploi précaire. Quand est-ce qu'on a vu ça? Lorsqu'il y a eu la Covid, justement, et l'État avait débloqué un montant, mais pour justement bénéficier de ce montant, il fallait répondre justement à un certain cahier des charges, dont notamment du personnel stable. Aujourd'hui, comment faire rêver les jeunes quand on voit ces chiffres-là au niveau de la CNSS? Alors, ces chiffres sont indécents. Ces chiffres ne sont pas normaux. Et donc, c'est un sujet sur lequel je pense qu'il y a différentes choses à faire. La première, c'est de monter le taux d'occupation. Parce que je crois que les gens qui font appel à l'intérim, ce n'est pas par choix. Quand on est dans une destination saisonnière et qu'on travaille que 2 ou 3 mois dans l'année, ben forcément, on a besoin, on ne peut pas vivre autrement par les saisonniers. Il y a de moins en moins de saisonniers à Marrakech et à Agadir. Et quand on est à 70% de taux d'occupation, ce problème se règle. Donc, nous devons garder le cap, avoir confiance dans la feuille de route, avoir confiance dans la stratégie qui donne des résultats qu'on n'a jamais vus dans le passé. Ne pas douter, parce que cette stratégie, elle a été co-construite par les professionnels et le secteur privé. Maintenir un taux d'occupation, un taux de croissance à 2 chiffres, va augmenter le taux d'occupation, va obliger, en tout cas va nous permettre d'embaucher des gens permanents et de tout faire pour les fidéliser. Mais quand on est à des taux d'occupation, certaines régions à 30%, forcément c'est précaire. Le point est clair. Pour le mot de la fin, Samir Khaldouni Sahraoui. Merci, Mehdi. Moi, je voudrais aborder un dernier point qui me tient également très à cœur. J'ai parlé de diversification, de taux de captation, de durée moyenne de séjour, d'occupation, de recettes. Je voudrais parler d'aérien. J'estime que la compagnie nationale fait un effort colossal avec une flotte relativement réduite d'une 50aine d'avions et nous avons des dessertes très, très optimisées. Là où le bas blesse, c'est sur la desserte interne, au sein du Maroc. D'accord ? Desservir des régions qui restent quelque part enclavées, comme le Draïta Filelt, comme l'Oriental, je citerai une Hoceima, je citerai une Ouarzazate, qui est une ville que j'ai souvent citée comme exemple, c'est aujourd'hui une nécessité. La seule solution qui me paraît viable, Royal Maroc ne pourra pas produire plus d'un ATR par jour sur ce genre de destination, ce qui est le cas pour Ouarzazate par exemple aujourd'hui, c'est d'ouvrir clairement la porte au low cost pour desservir Est-ce que
Je pose la question à Hamid. Ah non, Est-ce non, que vous la allez loi de relancer le débat. 2006... Vous allez relancer le débat. Non, je ne relance pas le débat. Alors, Est-ce vous me répondez que la loi de 2006 n'a pas été ce qui a permis d'ouverture du ciel marocain, ce qui a permis d'arriver aux 17 millions? Eh bien, c'est également l'ouverture du ciel national qui permettra la desserte des villes enclavées. Ismaël Oubaris, très bien. Ismaël Oubaris, pour le mot de la fin, très rapidement, s'il vous mais plaît. là, pour le coup, je ne peux pas être plus d'accord avec enfin, c'est bien. Donc, le focus, c'est l'aérien, que ce soit international ou national, parce que justement, c'est ce qui va permettre de créer ces locomotives. Les wagons, aujourd'hui, se portent plutôt bien, à part Casablanca, et les wagons suivront si on arrive à les desservir par avion ou par train, d'ailleurs, même la stratégie ferroviaire. Merci, messieurs, pour cet échange à la fois intense et sans concession. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Alors, le tourisme marocain est peut-être une locomotive, comme cela a été rappelé par nos différents invités. Encore faut-il qu'elle entraîne tous les wagons et pas seulement les voitures de tête. Victor Hugo disait d'ailleurs, rien n'est plus puissant qu'une idée. Donc, l'heure est venue. Alors, le moment est-il venu pour que le Maroc réinvente vraiment son tourisme? La réponse appartient en tout cas à ceux qui agissent. Bonne soirée à tous et à très bientôt dans Frontal.